Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce deuxième numéro de la saison de Broadcast Time. Broadcast Time, vous le savez, c'est le rendez-vous des nouveaux médias, des nouveaux moyens de production, des web TV et du broadcast. Ça, c'est l'une des nouveautés de cette rentrée, puisque on est désormais rejoint avec Fabrice. Salut Fabrice. Salut Benjamin. Par Stéphane Faudeux. Bonjour. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Stéphane, alors, créateur, fondateur, rédacteur en chef de MediaQuest, excellent magazine, bimestriel on dit. Bimestriel pour la version papier, mais sinon quotidien pour le site web, voilà. Des news tous les jours. Voilà, donc un magazine plutôt orienté pro, mais tout ce qui touche au monde de la vidéo, de l'audio t'intéresse comme nous. De la production hein. Jusqu'à la distribution des contenus, que ce soit le cinéma, la télé, les nouveaux médias, d'un point de vue à la fois technique, mais aussi stratégique, financier. La vie des médias. Voilà, la vie des médias et la vie des médias en ce mois de septembre dans les univers qui nous passionnent, eh ben, elle est assez riche et agitée en ce moment parce qu'on est en train de faire nos valises. Alors, on ne va ni sur les routes du Tour de France, ni à Londres, tu nous en parlais la semaine dernière, Stéphane, mais direction dans quelques heures pour nous trois, Amsterdam. Alors pour ce salon qui s'appelle l'IBC, qui est une institution maintenant, est-ce qu'on peut déjà expliquer à ceux qui ne savent pas ce qu'est l'IBC? Peut-être Fabrice, alors toi tu y allais une fois je crois. Moi j'y suis allé une seule fois? Non, j'y suis allé plusieurs fois, mais après à des titres différents. J'y suis allé une fois pour représenter une marque, une fois comme client et une fois comme touriste complet. Toutes les marques que tu connais chez les uns ou les autres. C'est Noël quand on aime la vidéo, le son, ah bah oui, l'image, parce que là tout ce que tu connais, ouais. toi, chez tes amis ou à la télé, tu peux aller voir de près les produits, tu peux les toucher, les voir fonctionner et des fois avoir des belles rencontres parce que du coup tout le secteur européen de ces marques-là est là et ils apportent pour une fois les produits que tu ne vois pas forcément chez toi en France, du marché mondial, ils débarquent. Alors on le disait la semaine dernière Stéphane, il y a deux grands salons dans l'année, il y a le NAB qui a lieu au mois d'avril à Las Vegas et puis il y a l'IBC en septembre à Amsterdam. Bon, on sent bien qu'ils se répartissent l'année quelque part. Quelle est la stratégie? Est-ce qu'il vaut mieux aller au NAB ou est-ce qu'il vaut mieux aller à l'IBC si on doit en faire qu'un? Je pense que s'il faut choisir, et si on veut être très pragmatique, il vaut mieux aller à l'IBC. Le NAB reste un salon d'annonce. Alors c'est vrai que c'est flambant, c'est Las Vegas, voilà. Mais en même temps, c'est un salon qui est très américain. C'est-à-dire il faut le voir comme aussi un salon national, avec des produits qui ne seront jamais distribués en Europe, qui n'intéressent que le marché américain, et éventuellement un peu le marché aussi asiatique. Donc pour gérer des produits pragmatiques, oui, c'est IBC qui est je pense, le voyage de destination à faire au moins une fois dans sa vie. Ouais. Ça veut dire que l'industrie, quand même, Stéphane, dans un rythme de vie annuel, on va dire, avec... c'est vrai, une stratégie d'annonce en avril avec une marge d'adaptation en fonction des réactions, des retours pour une sortie en septembre, c'est ça? Oui, c'est vrai. Alors, en plus, je dirais que quand on est... c'est un peu comme le Festival de Cannes, où on a des badges de toutes les couleurs, avec des endroits où on peut aller, on ne peut pas aller. Quand on est sur un salon de cette ampleur, et j'imagine que c'est aussi la même chose dans d'autres marchés, dans d'autres types de salons, que ce soit le NAB ou IBC, vous avez deux choses. Vous avez ce que vous allez voir sur le stand, quoi, comme un exposant peut vous le proposer, et vous, comme un visiteur lambda. Quand vous êtes journaliste, c'est déjà encore autre chose, c'est-à-dire qu'on peut pas vous faire des confidences, mais vous pouvez voir d'autres choses, on va vous montrer d'autres versions. À d'autres endroits, tu veux dire? Oui, et quand vous êtes client... Dans des suites d'hôtels, un petit peu à l'écart du salon lui-même. Et quand vous êtes un gros client, alors là, vous voyez encore autre chose. Et c'est là que, connaissance... C'est-à-dire? En fait, il y a certains constructeurs qui montent des produits vraiment en amorce de phase, vraiment très très tôt. Ils n'ont pas le droit d'en parler à la presse parce que souvent c'est des boîtes qui sont cotées en bourse et donc ils n'ont absolument pas le droit de l'annoncer officiellement, voire officieusement. Par contre, les très gros clients qui vont être soit des gros diffuseurs, chaînes de télévision, soit des gros studios de cinéma, qui se posent des fois des questions sur pourquoi je dois choisir ce produit, est-ce que votre produit va encore durer dans le temps. Alors eux sont encore dans d'autres types de suites.
D'ailleurs, en anglais, on appelle ça les whispering suites, c'est l'endroit où on chuchote, et qui vous montre justement des produits qui sont encore en version soit alpha, soit bêta, vraiment très très tôt dans le développement. Et c'est aussi qui va être un indicateur sur le lancement ou non de ce produit. Il y a un produit, alors c'était pas ce cas-là parce qu'il a été montré à la presse sur le NAB, mais l'appareil photo 4K de Sony, l'Alpha 7S. C'est vrai. Quand ils nous l'ont montré, ils ont dit on ne sait pas quand ça sort, on ne sait pas si on va le sortir. On ne sait pas à quel prix non plus. On ne sait pas à quel prix, mais bon, ils nous l'ont quand même montré avec toute une équipe d'ingénieurs japonais qui était présente pour présenter le produit. Ouais. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un bon indicateur. Il y a certains produits effectivement qui sont mornés, qui n'aboutiront pas. Les fameuses maquettes qu'on appelle les mock-ups, qui sont des choses sous vitrine. Des moules en mousse. Maintenant, ils pourraient le faire avec des impressions 3D, mais donc il y a des produits effectivement qui ne débouleront pas sur le marché. Mais c'est vrai que pour certains fabricants, c'est pas si simple de sentir l'évolution des utilisateurs et les médias, parce que c'est quand même dédié d'abord aux médias, on va dire. Hein. Après les publicités, tout ça. Et aussi aux acheteurs. Il y a quand même chaîne, oui, mais eux, ils ont tous une utilisation spécifique de certains produits. Quand tu as acheté pour X somme d'argent une gamme entière de produits, là on est passé maintenant à la HD, donc tout le monde va passer à la HD. Quand on dit faut passer à la 4K, je me mets à la place d'un acheteur qui a énormément de matériel, qui n'est pas forcément encore à bout de course. Il va falloir me motiver pour acheter de la 4K. Et donc il va falloir peut-être que le fabricant s'adapte aux besoins réels du média, c'est-à-dire mettre des petites options qu'il n'avait pas forcément du tout anticipées ni prévues. Et c'est là aussi où ça va jouer, parce que les grosses chaînes américaines, tout d'un coup, hop, tu sais pas pourquoi, en 3 semaines, tu as toutes les infos qui sortent et ils sont équipés. Et ils appuient sur on et ça marche. Et ça marche pas comme ça, les gars. Donc ça veut dire que ça a été bien prévu à l'avance, bien ficelé, et comme par hasard, c'est comme les cahiers des charges. Le cahier des charges, il est au cordeau et il répond exactement à la demande. C'est aussi ça, c'est un marché en perpétuelle évolution. Tout le monde se trouve et tout le monde va trouver sa marque. C'est vrai que l'une des difficultés pour nous, à la fin. Tu es clairement plus spécialiste que nous, Stéphane, mais c'est sans doute de faire la part entre ce qu'on appelle le vaporware, c'est-à-dire les infos qui sont juste là pour faire de la fumée, qui sont en fait un écran de fumée derrière lequel il n'y aura jamais rien, et puis effectivement des produits qui sont présentés souvent à d'autres endroits et à d'autres personnes que nous, et qui se retrouveront quelques mois plus tard dans des endroits stratégiques, des grandes chaînes de télé. Mais c'est là où il a la possibilité d'être avec le média qu'il utilise, d'être au cœur de tout le monde. Il est avec les médias, il est avec les fabricants, il est avec ceux qui vont vendre les produits, qui ne sont pas forcément les fabricants eux-mêmes. Il ne faut pas oublier que la chaîne après n'est pas forcément la même. Il y a toutes les indiscrétions les unes les autres. Quand on va les cumuler, on va se rendre compte tout d'un coup que le produit ou l'univers du produit va évoluer, et ça donne de la marge de manœuvre après pour se dire le vent il tourne là, ça y est, c'est le moment. Hop, on bascule. Et c'est ça qui est intéressant justement sur lorsqu'on fait on essaie de faire des comptes rendus. Enfin, moi j'ai toujours été contre les comptes rendus très exhaustifs ou marque par marque. On va dire voilà, celui-là il a un bouton en plus ou une fonction en plus, ça sert à rien. Je trouve, on doit être des détecteurs de tendance. C'est-à-dire, c'est d'y aller, effectivement, d'aller voir les grandes marques parce qu'elles ont toujours des produits intéressants. Mais il faut pas hésiter, quand on est visiteur, aller voir aussi le petit stand au bout, là, qui fait 3 mètres carrés. Et qui peut avoir un petit produit et qui génial. peut avoir un produit qui demain va devenir hyper intéressant. Alors, je sais pas s'il sera disruptif et il va changer la face du monde, mais il faut pas non plus hésiter à aller au fond des allées sur les petits stands. C'est quand même entre 1800 et 2000 exposants. Hein. Non, c'est un gros voyage. Hein. Alors, tu sais, justement, ça tombe bien que tu dises ça parce que justement, on a aussi, nous, des rendez-vous à vous donner sur l'IBC. On va vous retrouver avec Fabrice pour une quotidienne. Donc, on va passer une demi-heure ensemble tous les jours pendant ces 4-5 jours de l'IBC. Et puis, vous aurez aussi à l'antenne, entre les émissions, la Minute IBC, sur le même principe que ce qu'on a fait ces derniers mois au CES, au Mobile World Congress, et à l'IFA et au NAB d'ailleurs, et donc des petites pastilles, et justement on fera exprès de s'arrêter aussi sur des petits stands, parce que c'est vrai que c'est les petits gadgets qui peuvent sauver la vie. Mais t'aimes bien les petits gadgets. Moi j'adore. Mais oui, mais ça les petits gadgets. Non, parce qu'il faut pas oublier qu'avant les vacances, j'ai un petit rappel à faire parce qu'on l'a pas fait la semaine dernière. Je me suis fait taper sur les doigts, donc je vais le rappeler. Nous avions fait un appel avant les vacances. Rappelle-toi, on a parlé des caméras embarquées, et donc je le dis aujourd'hui.
n'a pas oublié. Il faut qu'on s'organise parce que on avait mal géré notre coup sur la réception des images. Donc on avait demandé si vous aviez tourné avec une action cam, quelle qu'elle soit la marque, de nous envoyer 30 secondes d'un petit montage de votre production et il y aurait quelque chose en retour pour l'une de sections et tu feras partie du coup parce qu'on a élargi notre jury pour détecter celle qui nous aura fait soit le plus rire, soit le plus épaté parce qu'il y a comme des surprises mais on vous a pas oublié, on organise ça, on vous tient au courant. Gardez vos rushs en tout cas. Les rushs, ne jetez rien. Ça va venir. Ne jetez rien, ça va venir. Il faut qu'on mette à jour. Voilà. On n'avait pas la bonne adresse IP. Voilà. Tout sera fait. Le message est fait parce que je me suis fait taper sur les doigts 2 fois. Donc voilà. Voilà, c'est dit. Je voulais donc faire ce petit point sur l'IBC et vous donner ces rendez-vous à l'antenne sur Watch. Évidemment, vous aurez les horaires précis de ces rendez-vous en allant sur le site watch.tv. Alors, on va entrer dans le vif du sujet de l'IBC. Stéphane, c'est un salon qui dure 5 jours, à proprement parler, mais il commence toujours la veille, voire l'avant-veille. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est une ouverture qui s'est un peu maintenant anticipée. C'est 20 ans que j'y vais maintenant sur IBC. C'est bien pour ramener du Gouda aussi, c'est intéressant. C'est l'autre pays du fromage, faut pas oublier. Donc dès le jeudi, il y a les conférences de presse. Ça commence dès 9h avec Avid, qui aujourd'hui a lancé une initiative qui est assez intéressante qui s'appelle Avid Experience, qui essaie de faire justement partager ses utilisateurs. C'était une très très grosse opération durant le NAB et récidive durant IBC. Et après, il y a un ensemble de conférences de presse. Les portes ouvrent le vendredi. Donc vous avez vendredi, samedi, dimanche, lundi, et ça ferme le mardi, pas très tard dans l'après-midi, dans la journée. Donc c'est vrai que c'est assez dense, beaucoup de choses à voir. Pour peut-être un public peut-être plus parisien, vous imaginez la porte de Versailles qui serait remplie que de matériel broadcast sur le cinéma, sur la vidéo. C'est 14 halls. Donc il faut chausser les baskets et alors d'ailleurs à certains endroits un peu comme au NAB où vous pouvez vous faire masser, décontracter les cervicales, ça fait du bien, mais non, c'est intéressant. En sachant que là on a déjà les gros du secteur qui trustent déjà les visites, c'est-à-dire que tout le monde va un peu voir l'incontournable, il faut aller voir telle ou telle marque, tel ou tel produit parce qu'ils ont d'abord été annoncés. Alors oui, on rentre dans le vif du sujet un peu. Bah oui, on a parlé des nouvelles caméras. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Il y a ce qu'on ne sait pas encore, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait sur ce qui va arriver à l'IBC ? On va commencer par les grandes marques. Ce qu'on sait, c'est, pour reprendre ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'officialisation de certains produits, et notamment dans la gamme 4K. Panasonic avait annoncé un renouvellement de gamme. Pour ceux qui s'en souviennent, avait la gamme Varicam il y a quelques années. Donc Panasonic avait un petit peu mis le frein sur des moyens de prise de vue cinéma, et là ils reviennent donc avec une gamme nouvelle 4K, mais capable aussi de faire des images au ralenti, accélérées, un très bon produit. Donc il faut aller voir le stand Panasonic. Va être aussi disponible la caméra Ursa chez Blackmagic. C'est intéressant Blackmagic parce que... Je crois qu'elle est déjà sortie, non ? Elle est déjà dispo depuis quelques semaines. Ouais, mais bon... Pas tout le monde. Voilà, c'est toujours un peu au compte-gouttes. C'est vrai qu'il y a des gros effets d'annonce. C'est vrai qu'elle a été lancée sur le NAB. Personne l'a vu venir. Ça fait partie des fameuses surprises qu'on attend partout. Blackmagic fait souvent des surprises. Soit ils en font, soit ils n'ont rien annoncé. C'est vrai qu'à la conférence de presse du NAB, il présentait... 20 nouveaux produits, et tout à coup il y a un des gars de l'équipe de Blackmagic qui est arrivé en la portant à la main, qu'il a installé sur un pied qui était en fait au milieu de la scène, quoi. Et tout le monde était estomaqué de voir arriver cet engin, parce que c'est quand même un sacré morceau. C'est un sacré morceau, et puis ce qui est intéressant, je dirais aussi, c'est que quelque part Blackmagic rentre dans le rang. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire des caméras qui étaient un peu innovantes sur l'ergonomie, et c'est vrai que c'est pas des caméras qui sont très faciles à manipuler, qu'il faut accessoiriser un peu comme un appareil photo. Là ils arrivent avec une caméra qui ressemble à une caméra,
mais qui a... Tout le monde retrouve ses repères. Voilà, en fait, mais ça, qui semble assez intéressante. Alors il faudra la tester, mais c'est pareil, c'est une caméra qui est évolutive. On peut y mettre n'importe quel type de monture d'optique, un énorme visualiseur, grand comme un iPad, pour voir les images, pour voir les réglages en tactile, un deuxième écran. Donc cette caméra, c'est assez intéressant. Et puis pour les plus nostalgiques, Ursa, Blackmagic avait racheté la société Sintel qui était spécialisée dans les télécinémas, et Ursa était la référence des télécinémas très haut de gamme, et donc ils ont voulu donner aussi une touche vraiment cinéma sur cette caméra avec cette référence. Moi j'ai la sensation en tout cas que cette année Blackmagic a passé un cap. C'est-à-dire qu'ils ont fait le cap de la boîte à bidouilles, c'est-à-dire qu'on avait toutes les boîtes à bidouilles de Blackmagic, et là ils sont rentrés après en disant nous on peut faire aussi autre chose avec les mélangeurs. Là ils ont aujourd'hui quasiment toute la palette pour faire le studio entier, et je le sais qu'ils vont maintenant chercher jusqu'au scanner de film, voilà, et maintenant ils vont chercher à rentrer, comme tu disais, à rentrer dans le rang. C'est-à-dire que là maintenant ça va devenir un acteur du marché qui veut montrer qu'il peut jouer aussi avec les grands. Et maintenant ça va pas être le plus simple parce qu'il y a quand même des freins. Il y a quelques défis à relever quand même chez Blackmagic. Il y a des freins d'abord de délai sortie des produits, disponibilité, et puis la crainte de la fiabilité. Voilà. Pour l'instant, et plus que la fiabilité, c'est les fameuses mises à jour dont on parle régulièrement. Le coup des mises à jour qui te débarquent comme ça, pouf, on n'a pas prévu le coup, une mise à jour et elle règle un problème ou elle amène une option, mais tu sais pas pourquoi, elle t'enlève une fonction qui était ça tombait bien, c'est celle-là que je voulais. Donc là pour l'instant je pense que leur cap il va être là, le plus dur pour eux il commence à mon avis. Il y a que le nom ils l'ont, le coup magique ils l'ont fait au NAB avec l'Ursa. Maintenant il faut concrétiser. Blackmagic c'est aussi leur force, c'est-à-dire qu'ils sortent un produit, ils ont comme cette réputation là, quand le produit sort, il est entre guillemets pas fini. Ils vont l'amener à maturité par voie logicielle justement, et ça peut prendre parfois plusieurs mois, voire plus d'1 an. Mais c'est la tendance actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les produits, effectivement, l'informatique est partout. Pour pas citer cette marque, mais qui est pourtant une marque assez connue et qui est pas Blackmagic, quand j'ai dû faire l'autre jour un reboot sur une caméra. Donc on sent que l'informatique est vraiment partout dans les caméras et dans les caméscopes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, alors qu'il y a un peu le suiveur de Blackmagic, mais assez loin derrière, mais qui est Aja. Qui est plus haut de gamme quand même. Qui est plus haut de gamme, qui a différents produits, qui a des produits, ce qu'on appelle la glu aussi, la glu, c'est toutes ces petites bidouilles qui vont permettre de faire parler un autre produit avec un autre produit. Blackmagic est né de ça. Vous en avez chez d'autres constructeurs, ils ont des convertisseurs, ils ont des enregistreurs, etc. Et là, donc, ils ont montré leur caméra au NAB, qui s'appelle la Sion. CION. CION, et qui normalement devrait être mis sur le marché à partir d'IBC, qui se veut pareil, assez haut de gamme, plus cher que les modèles, qui a un côté assez artisanal. C'est le même form factor, comme disent les Américains, que la Ursa de Blackmagic. Et ensemble, elle est assez carrée. C'est vrai que le taux de pénétration dans l'air est pas très bon. mais en fait, quand vous parlez aux responsables de chez Aja, en fait, ce qu'il dit, c'est que grosso modo, tout notre savoir-faire et tous nos produits, on l'a mis dans cette caméra. Effectivement, ils savent faire des convertisseurs, ils savent faire des enregistreurs. Et globalement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Une caméra aujourd'hui, c'est un PC avec une optique. J'exagère, mais c'est un peu ce et les boutons raccourcis clavier. Voilà. Et donc, il faut une ergonomie, donc ils ont dit qu'ils avaient consulté les chauffe-up, etc., pour avoir un retour. Mais bon, c'est vrai que du coup, la concurrence va quand même être assez sévère sur le marché, entre Sony qui doit avoir 5-6 caméras au 4K, Panasonic qui veut revenir assez fort dessus, JVC sur un autre modèle qui sort du 4K aussi, qui va être présenté sur IBC, Blackmagic, Canon. Remettre le plateau, tout le monde va revenir sur du 4K avec un format à peu près homogène. Chacun, le seul inconvénient de tout ça, c'est qu'il va y avoir, chacun va avoir un peu son process et son codec. Donc il y aura après, ça va être maintenant, tout le monde va par contre avoir un panel de travail réel en 4K. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, c'était timide. La 4K, on l'avait vu arriver, tout le monde le disait, attention les gars, 4K 2017. Sauf qu'avant que les gens aient tous un écran 4K, peut-être falloir leur donner quelque chose à regarder. Donc maintenant, il faut produire. C'est le cas. L'IBC va amener une gamme complète de produits 4K et tout le monde va l'avoir. Alors il y a un point qui est intéressant et qui va peut-être aussi faire de cette année une année un peu particulière, c'est que on est dans une année de Photokina. Photokina, c'est le grand salon mondial de la photo qui n'a lieu
qu'un an sur deux à Cologne. Et donc, il va y avoir vraiment le mois de septembre va être sans doute très, très, très fort en annonce dans le secteur de l'image. Mais du coup, mais comment ça va se répartir justement, du coup, c'est peut-être intéressant parce qu'on va peut-être rester sur de la vidéo à l'IBC et rester sur de la vraie photo chacun avec ses options. Parce que c'est à Photokina, moi j'imagine mal une grande marque se faire un scoop à l'IBC et arriver à Photokina derrière sans le scoop. Un 7D Mark III, comme on en parle, ce serait plutôt pour la Photokina, Stéphane ? Je pense, oui, je pense que ça a plus sa légitimité sur la Photokina. Même si c'est vrai. Et pourtant, les caractéristiques vidéo de ces appareils maintenant sont presque aussi importantes commercialement parlant. Bien sûr. Surtout que Canon a une grosse force avec le 5D et tout ce qu'il a fait. Il est rentré sacrément dans le marché. Il est présent sur les tournages news, il est présent sur les tournages magazines, reportages et commentaires. Ça y est, j'ai perdu les animaliers. On va t'aider. Non, mais tu vois, sur les gros tournages type un peu cinéma. Donc il va falloir aussi, tu vois, ce genre de produits-là, ils sont maintenant pour certains qui font de la photo pure, ils disent mais non, je veux pas forcément faire la photo. Donc on va peut-être voir justement des produits se recentrer sur des produits très photo. Le risque, c'est vrai, c'est peut-être que les fabricants, les marques qui vont faire les deux salons veuillent garder un peu de choses sous le pied pour Cologne. Et donc, il y aura peut-être finalement Mais ça serait pas un mal, hein. Il y aura peut-être moins d'annonces chez Canon. Pas sûr. Que s'il n'y avait pas de Photokina derrière. D'annonces, c'est vrai qu'ils ont déjà sorti les produits. Les XA 200, les XF, les nouvelles 205 sont déjà arrivés, donc on va peut-être pouvoir les toucher un peu plus, parce que pour l'instant, on les a par petits bouts. Donc, ce sera peut-être justement pour pouvoir mieux placer les produits vidéo à l'IBC et dire, on sait faire de la vidéo, prenez nos produits vidéo, et après avoir des beaux appareils photo, parce que du coup, on attend aussi des fois sachant que c'est pas le même visitorat. Oui, quoi qu'il arrive, c'est pas le même produit. IBC, c'est pas un salon de geek. C'est vraiment, c'est assez drôle, mais c'est encore beaucoup de gens qui sont en costume cravate. Enfin, la cravate des fois il la retire, mais c'est encore costume gris. C'est très diffuseur, très broadcaster. Vous voyez pas comme au NAB des gens en tongs et en short avec la chemise hawaïenne. Ça n'existe pas. Il y a un côté qui est encore très très british. C'est des Anglais. Ceux qui organisent IBC. Et puis c'est aussi le rendez-vous où le moment les acheteurs, les patrons, les décideurs peuvent aller voir les produits et les clients directement sans passer par le côté commercial habituel. Donc c'est rendez-vous professionnel, on va dire. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que évidemment il y aura beaucoup d'actualités matérielles, mais le 4K pose aussi plein de problèmes et plein de questions autour du flux de production. Enfin voilà, ces images 4K, après il faut les sortir, il faut les stocker, il faut les monter, il faut les diffuser. Et à l'IBC, il va aussi y avoir des réponses, j'imagine, ou un début de réponse. C'est quoi aujourd'hui, à quel endroit est-ce que ça bloque le plus? En fait, ce que on voit, c'est quoi? C'est que, effectivement, il y a pléthore de caméras aujourd'hui, de moyens de production. Globalement. De la GoPro à la caméra la plus chère. Ça va de. Allez, on peut faire une amplitude de 800 000 euros à. Après, ça dépense combien? 50 000, 60 000 euros, quoi. Hors optique. Hors optique pour les plus grosses, tout à fait. Mais donc, après, bien sûr, il y a plein de différences dans tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire 4K, le codec, etc. On va pas tout faire, la même chose. Là où il y a un vrai souci, c'est tout ce qui va être interopérabilité. C'est effectivement, une fois que c'est tourné, comment on monte, comment on post-produit. Aujourd'hui, ça fait partie des gros débats, c'est qu'il n'y a pas de normalisation. Comment on diffuse, qu'est-ce qu'on fait, donc il y a encore du boulot sur cette partie-là, la post-prod et la diffusion. Si on parle d'un petit nom barbare, mais bon, aujourd'hui le MP4 c'est connu, ce qui va remplacer c'est le HEVC. Alors est-ce que, question de candide peut-être, est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi le H265 ou pas tout à fait? Oui, si, c'est ça. C'est ça. Mais le HEVC, c'est en fait... C'est la versatilité du MPEG 4, mais avec une optimisation de la bande passante. Grosso modo, le HEVC, vous rediminuez par 2 la bande passante à qualité visuelle égale à celui du MPEG 4. D'accord. Donc c'est ce qui va permettre de lancer l'Ultra HD en termes de diffusion sur les réseaux, mais qui va être aussi intéressant parce que je parlais avec un fabricant qui me dit « N'oublie pas », que ça peut être aussi intéressant comme des liaisons de contribution. C'est-à-dire que on utilise le HEVC, donc là où vous avez une image HD ou avec un débit qui est quand même relativement élevé,
pouf, vous divisez par 2 le débit, vous vous en servez pour faire de la contribution. La contribution, c'est quoi? C'est une liaison, par exemple, entre un journaliste et sa rédaction, ou qui va envoyer des news à l'autre bout du monde avec une petite valise ou par Internet. Donc c'est aussi intéressant. Donc vraiment... aujourd'hui, on pourrait le faire en 4K du coup avec le HEVC. On peut, alors non, le HEVC ne veut pas dire 4K. Le HEVC, on divise la bande passante par 2. Il fait tout. Il va aller au 4K dans le haut, mais il va aller aussi vers même du SD pour. L'intérêt, c'est d'avoir un tuyau plus fluide. Et donc de mettre plus de gens ou plus de rapidité dans ton envoi. C'est une meilleure compression, on va dire. C'est un meilleur rapport. Optimisation de la compression. Donc on peut aller plus haut ou on peut aller plus bas à qualité visuelle égale, quoi. Donc c'est le futur. Bon, évidemment, il y aura sans doute plein de mises à jour. Si vous avez déjà du matériel, Blackmagic, Adobe, il y aura aussi une grosse activité à l'IBC, même s'il y a eu des mises à jour assez récentes du Creative Cloud, Premiere pour le montage, After Effects, etc. Juste en un mot, Apple à l'IBC? Non, il y a nada. L'année dernière, ils ont montré le Mac Pro en coulisses. Oui, alors et on était plus d'un mois. C'était pour allécher les professionnels en leur disant ça arrive, vous pouvez vous équiper, on va pouvoir vous faire votre travail derrière. Parce qu'on reste sur la problématique, tout notre traitement 4K, sans informatique de niveau derrière, même en HD, on va parler simplement d'HD, que ce soit pour produire, pour enregistrer, pour stocker, pour diffuser et monter, il faut de l'informatique qui tienne la route. Mais Stéphane, Apple a perdu une partie de son public quand même dans le monde de la production vidéo. C'est le genre d'événement sur lequel ils pourraient faire un geste. Ils ont fait le choix d'arrêter tout événement depuis de nombreuses années. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, symboliquement, là où était le stand Apple au NAB, il était repris par Blackmagic. C'est assez drôle au niveau symbolique, mais la force d'Apple, c'est d'être là et pas là à la fois. C'est-à-dire qu'ils sont partout sur tous les stands. Il y a des solutions Apple partout. Et puis à suivre aussi, ce qui est intéressant, c'est le codec Apple ProRes, de plus en plus utilisé, même aujourd'hui directement sur des caméras. Comme l'URSA, justement. Comme l'URSA et chez Panasonic aussi. Et c'est peut-être un signe, parce qu'effectivement, on parlait d'harmonisation, c'est peut-être un acteur comme Apple qui va le faire. Voilà, donc tout ça, ce sera à suivre évidemment dans MediaQuest et sur Watch TV avec les envoyés spéciaux que vous voyez autour de cette table. Stéphane, Fabrice et moi-même, on vous retrouvera avec François Hermelin à Amsterdam pour vous faire vivre ce grand rendez-vous européen annuel de la vidéo broadcast. Merci beaucoup de votre fidélité à Broadcast Time. On vous dit à la semaine prochaine avec plein d'infos et restez bien sur Watch TV. Les programmes continuent. Salut Stéphane. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine et salut Fabrice. À la semaine prochaine. Salut à tous.